Seigneur, écrit de triomphe. Bonjour à tous, Sister Moula de Recevez les Zoé. Donc aujourd'hui dans l'émission Pic à Patara, nous accueillons des femmes de valeur afin de parler de la journée internationale du 8 mars. Nous accueillons pour commencer Madame Sylvie Gonissa. Ensuite Madame Claire Jeannette Mayanga. Ensuite Madame Michelle Victoire Bedon. Tout ce qui concerne aller au champ, plus souvent ce sont les grands-parents ou les retraités, alors que l'agriculture est quelque chose... On dit que la terre ne ment pas. Si ça ne ment pas, pourquoi attendre la retraite, la vieillesse pour aller cultiver? Mais maintenant, les gens ont compris, mais plus en Afrique de l'Ouest apparemment, les gens disent que oui, bon, la nourriture qui vient, mais c'est plutôt de l'Afrique de l'Ouest, ou bien le Cameroun fait exception de l'Afrique centrale. Mais en Centrafrique, par exemple, au Congo, je ne sais pas trop, donc quand nous dire les Congolaises qui sont ici, est-ce que l'agriculture, c'est comme en Centrafrique déjà? Qui peut nous en parler? Est-ce que c'est un champ qui est intéressant, les gens sont plus dedans ou pas du tout? Moi, j'ai vu mes parents faire les deux, hein. Et aller au champ et aller au travail, bureau là. Moi, mes parents ont fait les deux. Il y a un réveil qui commence à se faire, les gens commencent à avoir un peu de considération pour l'agriculture. Ouais. Parce que je pense que aussi, je crois que les réseaux sociaux aussi ont pu donner ce pouvoir aux gens d'avoir un peu de lumière sur ce que c'est que l'agriculture, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a permis au pays de se développer. Quand on voit l'Afrique de l'Ouest, elle est aussi développée beaucoup aussi par l'agriculture. Les États-Unis se sont développés aussi beaucoup par l'agriculture. Donc maintenant, les gens commencent à savoir ce que c'est que l'agriculture, ce qu'elle peut nous apporter dans nos assiettes, comme dans notre vie de tous les jours, et nous aider à évoluer aussi. Mais le problème qui est là, c'est qu'il y a un problème de financement. Il y a un problème de mécanisation aussi, parce que l'agriculture que nous faisons jusqu'à actuellement, elle est assez archaïque. Et je crois que c'est aussi un domaine où c'est assez difficile, parce que quand vous achetez par exemple un champ, au pays, par exemple Centrafrique, quand vous achetez un champ, comment vous faites pour qu'il soit vraiment votre propriété? C'est compliqué quoi. Pour aller pouvoir l'enregistrer, c'est compliqué. On vous dit qu'il faudrait le faire en sorte que ce soit une société. Et les démarches sont assez longues. Donc il y a beaucoup de freins aussi pour pouvoir se lancer dans l'agriculture. Il y a beaucoup de freins et c'est dommage. Mais un champ que le père a déjà acheté et qu'il laisse à ses enfants, tout est déjà ok. L'enfant doit juste aller cultiver. Il dit non, je ferai ça à la retraite. Pour l'instant, je vais aller au bureau. C'est vrai que c'est un domaine d'activité qui n'attirait que les retraités et que les gens faisaient surtout par loisir. Les parents, le week-end, ils vont au champ, ils ramènent un peu de mouza à la maison, de feuilles de manioc, ainsi de suite. C'était juste en fait pour passer le temps et puis par plaisir. Aujourd'hui, j'ai vu l'initiative de certaines centrafricains, dont une centrafricaine, qui s'est lancée dans tout ce qui est culture bio et qui aujourd'hui transforme les produits qu'elle récolte dans des champs et qu'elle vend d'ailleurs en Europe. Donc je pense que c'est un secteur très porteur sur lequel en fait les femmes devraient s'orienter et développer. Parce que nos terres sont très fertiles. Aujourd'hui, on parle de mondialisation puisque non seulement on peut, avec les produits du champ, les déverser sur le marché, mais également les exporter. Les gens, généralement, pensent d'abord à cultiver avant de penser à un titre foncier ou bien faire des démarches administratives pour que les terres leur appartiennent. Ce fonctionnement a toujours été comme ça et ça ne freine pas beaucoup de gens. Ça ne freine pas beaucoup de gens qui, aujourd'hui, partent d'Europe. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui vont en Centrafrique et qui font cette activité-là au niveau agricole. D'accord. Ok, bon, nous allons conclure. Là, il faut bien atterrir là, sur ces 3 thèmes. Un petit conseil par rapport à ces thèmes que nous avons abordés, vu que l'agriculture, c'est encore frais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent se lancer là-dedans? C'est quoi le conseil pour conclure par rapport à ça? C'est vrai que j'ajouterais à ce que Mme Gonissa a dit qu'il y a des freins
par rapport à la mécanisation, puisqu'on le fait de manière archaïque, hein, que tout est fait à la main. Également, le problème qui se pose, c'est surtout comment transporter les récoltes vers la ville. Donc, il faut être doté de véhicules, de camions et tout. Donc, on revient encore sur le problème de financement. D'accord. Mais je pense que travailler autour de ce thème et porter peut-être des projets assez intéressants et conséquents peut quand même aboutir sur l'obtention de financement, même si ce sont des mini-financements. D'accord. Je dirais peut-être pour ajouter, éduquer aussi la population à cette forme d'agriculture, cette nouvelle qui arrive, et ne serait-ce que peut-être que chaque famille ait peut-être un potager. Ça peut commencer par là. Ouais, ça, nous-mêmes, on avait ça étant petit, hein, les arachides, les tomates là, dans la, à la maison. On va commencer justement à éduquer justement par rapport à ça. La famille centrafricaine à avoir ne serait-ce qu'un potager. Donc pour voir ce qui sort de la terre, tomates, salade, ngunja, gombo. Voilà, ça commence par plus bas et pour avoir une plus grande vision de ce que peut être l'agriculture. D'accord. Et pourquoi ne pas l'intégrer dans des activités scolaires? Oui. Donc, Madame Mayanga a conclu par rapport à l'agriculture et vous aussi une conclusion, un petit message par rapport à la femme et en tout ce qui concerne la formation professionnelle et ensuite par rapport à la femme, la posture, je sais pas, de la femme professionnelle, la femme dans l'éducation. Une conclusion afin que nous puissions arrêter cette première partie, s'il vous plaît. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que, comme je l'ai dit au début, la femme, c'est celle qui est la détentrice de toutes les valeurs qu'on connaît dans la société et à qui revient l'éducation des enfants, malheureusement, celle qui porte le chapeau à la maison. Donc, ce qui serait important, c'est que... Pourquoi malheureusement? Parce que c'est une lourde charge. D'accord. C'est une très lourde charge. Éduquer des enfants, ce n'est pas rien. Ajouter le travail, ajouter les tâches ménagères, ça fait beaucoup. Et ce qui fait que des fois, il y a des femmes qui craquent. Il y a des femmes qui aiment bien ça. Une femme peut laisser le mari dire, bon, tu nettoies la maison, tu fais à manger, après je viens. Et puis... Mais elle vient quand même vérifier est-ce qu'il a quand même bien fait. Il y en a qui aiment ça. Hein. Quand c'est partagé, quand les tâches sont partagées, c'est pas mal. Mais quand la femme se retrouve toute seule devant les responsabilités, c'est assez compliqué. Donc ce que je voudrais surtout dire, c'est appeler les hommes à soutenir les femmes à la maison, les aider dans l'éducation des enfants, parce que le suivi est important. Bien entendu, il faut être derrière l'enfant pour qu'il puisse réussir et que maintenant, cette forme d'injustice puisse être de côté et que la femme aussi soit reconnue. Quand la réussite de l'enfant se fait ressentir, que la femme aussi elle puisse avoir sa part de bonheur et de cadeaux derrière. Après, il y a des enfants qui ne sont pas ingrats, hein, qui disent non, moi c'est ma maman, hein, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, tout ça, c'est grâce à elle, c'est grâce à elle. Hein. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, plus que le papa aussi veut s'approprier cette réussite-là, parce que les enfants, souvent, c'est leur maman. Madame Bedon, une conclusion afin que... Moi, je dirais juste, ça vient à point nommé, hein. Cette journée, en fait, c'est pour faire entendre une revendication. En tant que revendication de quoi aujourd'hui? C'est ça, formation professionnelle. On est là pour, pour en parler. Formation professionnelle, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Agriculture, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et vraiment, ça ce jour, 8 mars, encore une revendication justement pour améliorer nos situations de femmes. D'accord. Donc là, on termine la première partie. Hein. Ça va laisser le temps à nos sisters de souffler, aux femmes de souffler. Un mot, Madame Mayanga, oui. Voilà, je voulais juste ajouter l'aspect de visibilité de la femme. La femme qui est active, la femme qui est salariée, la femme qui est cadre, la femme qui est femme rurale. Sa visibilité dans la connaissance de ses compétences. Je vais faire référence à un dispositif qui existe en Côte d'Ivoire qui s'appelle le compendium des compétences des femmes. En fait, c'est une base de données qui réunit toutes les femmes de catégories socio-professionnelles différentes. Donc, c'est une forme de CV de chaque femme par secteur d'activité, domaine d'activité.
et qui en fait est mis à disposition du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des entreprises, où vous avez toute une base de données de compétences. Wow. Et généralement, quand on a besoin d'un ingénieur, on a besoin d'un médecin, on peut avoir recours à cette base de données et puis solliciter la personne. Aujourd'hui, je pense qu'on navigue vraiment sans outils de ce type. On ne sait pas qui est qui. Moi, je suis là, je ne sais pas qu'elle était dans l'éducation. Je ne savais pas que, par exemple, vous étiez dans la comptabilité. Alors que cette base de données, les femmes s'inscrivent volontairement, elles envoient leur CV et puis il y a un classement qui est fait. C'est en ligne, tout le monde y a accès et les institutions de la Côte d'Ivoire se réfèrent à cette base de données pour pouvoir gérer les ressources humaines et trouver les compétences dont ils ont besoin pour les différentes institutions. C'est bien ça. Voilà, moi je rêve de ça. C'est mon rêve en ce moment. Voilà, donc il faut aussi que la volonté vienne des Il faut mettre ça en place pour les femmes. Voilà. Et puis, je pense que ça mettrait un peu de l'ordre dans certaines agitations qu'on voit et les gens, au moins, pourraient avoir leurs références, leur propre valorisation. Voilà, donc je voulais juste souligner ça de manière à ce que... parce qu'en fait, c'est un outil qui a développé beaucoup de choses, le coaching, le mentoring. Donc, il y a un mélange de générations de générations qui, pour les plus âgés, vont accompagner les plus jeunes. Il y a des partages d'expériences, il y a des formations. Et puis là, ils sont sur le point de créer une banque parce qu'il y a 120 000 femmes qui se sont inscrites. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc en ligne. Et ils se disent, voilà, si chaque femme versait ne serait-ce que 1000 francs CFA, elles peuvent autofinancer leur formation, faire des ateliers sur des sensibilisations et autres. Je trouve que c'est un outil formidable. Voilà, c'est dont on a vraiment besoin. Voilà, c'est dont on a vraiment besoin. Bon exemple. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie. Donc, nous remercions infiniment Madame Claire Jeannette Mayanga, Madame Michel Victor Bedan. Ben voilà, c'est la fête, hein. C'est fini. Au revoir, merci beaucoup. Enfin, break. Génération Égalité. Manda matikyo, ogwelando na biso.